Les amis, bonjour! On se retrouve pour une nouvelle émission. Une nouvelle idée qu'a eu ma femme, c'est d'aborder une marque en particulier et pas un produit dérivé. Alors c'est vrai qu'habituellement on se focalise toujours sur tel ou tel prodeur sorti. Là l'idée est alors l'idée est en fait grosso modo la même que celle que j'avais quand j'ai commencé à lancer la chaîne et les vidéos. C'était de papoter, de retrouver un petit peu ce côté forum, ce côté discussion, ce côté échange, ce côté point de vue que j'avais sur Fanacolec et qui a un petit peu disparu au fur et à mesure du temps. Des discussions que j'ai pu de nouveau avoir grâce à YouTube et à Facebook et aux vidéos qu'on partage. Et là l'idée est grosso modo la même mais puissance XX en se focalisant du coup sur une marque et en déblatérant sur c'était mieux avant ou qu'est-ce que ça va devenir. Alors bon, bien évidemment je ne pouvais pas commencer avec une autre marque, vous l'aurez compris, qu'avec Cinémaquette et Elite Créature pour cette ce premier volume de c'est quoi cette marque, et on va du coup aborder les deux marques qui sont en fait plus ou moins la même, voir d'où elles sont parties, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui et supputer sur ce qu'elles vont devenir dans le futur. Alors bon, Cinémaquette, je vous bassine sur 50% de mes vidéos avec la marque, donc je vais essayer quand même de rester plus ou moins bref, de passer rapidement sur tout ce qu'on a vu et de venir du coup aux suppositions, ce qui intéresse le plus, j'imagine, la plupart d'entre vous. Et on verra aussi quelques petits clins d'œil du coup aux collectionneurs Elite Créature et Cinémaquette que je connais alors à travers l'Europe, mais principalement là à travers la France, la Belgique et la Suisse, puisque bon, les vidéos elles sont tournées en français. Et je vous invite vraiment grandement tous là, au lieu de m'envoyer des messages, alors bon, vos messages sont les bienvenus par Messenger ou par mail, mais vraiment pour ceux qui en ont la possibilité, pour ceux qui ont un compte YouTube ou Facebook, sinon pour les autres, ça me semble beaucoup plus intéressant de mettre vos commentaires du coup en visible, donc sous la vidéo ou sous le post Facebook, pour que du coup les autres collectionneurs voient aussi et peuvent donner leur point de vue. Parce que voilà, je ne suis pas non plus le grand Manitou, j'ai pas toutes les réponses et je trouve vraiment très intéressant ce système parce que voilà, ça donne vraiment de l'interaction et en lançant un sujet de base, X collectionneur peut apporter une réponse et collectionneur Y viendra à son tour ajouter un grain de sel, et c'est comme ça que du coup je trouve le débat avance un petit peu et que c'est encore plus intéressant. Voilà. Alors Cinémaquette, ils sont apparus en 2005. J'ai rejeté un œil sur les posts de l'époque, ça m'a vraiment stupéfait et amusé parce que le volume 1, vous le saviez, ben, c'était le TX bien sûr, et je regardais, je voyais un post de l'époque qui disait oui, il y a une annonce et tout, 680 € d'occasion avec la livraison. J'hésite un peu, ça fait quand même un budget et tout. Bon, à côté de 830 € le prix d'origine livré, ça me paraît quand même intéressant, il est assez sympa, je pense que je vais le prendre. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'était assez marrant parce que c'était du coup bon, en 2005, donc il y a 16 ans. Donc forcément, bon, bien évidemment, les sommes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. L'ampleur des produits dérivés démarrait à peine, puisqu'en 2005, on avait quoi? On avait Atacus, on avait Sideshow, 2-3 vraiment un petit peu Weta, et après on avait du coup Stovny, Cinémaquette, qui arrivait avec des produits quand même plus chers que les autres, parce que 800 €, même si aujourd'hui 800 €, grosso modo, si vous achetez un produit un peu sympa aujourd'hui, vous checkez 800. Ouais, bah, ça me semble pas une somme délirante pour le shipping, c'est bon, allez, c'est bon, marché conclu. Voilà, en fait, aujourd'hui, c'est le prix de la livraison, 800 €. C'est l'objet, on est plus en milliers d'euros, voire encore plus. Alors, je reviendrai aussi dans la vidéo, c'est d'ailleurs bien apparu cette semaine, sur la dernière précommande de Queen sur le buste Spider-Man, et je donnerai du coup un petit avis sur son prix. Alors bien évidemment, blabla, papotage, café, obligatoire, bien évidemment.
D'ailleurs, voilà, j'invite tous mes supporters à regarder mes vidéos exclusivement en buvant du café. Voilà. J'ai lancé un mouvement. D'ailleurs, Charles m'a dit que ça me... Voilà, il m'a mis une tête de café qui souriait en disant que ça m'illustrait. Voilà, alors, donc pour revenir sur Cinemaquette, ils sont apparus en 2005, ils ont lancé du coup le TX, qui était proposé grosso modo à 1000 $, donc à 800 € à l'époque. Et ils ont petit à petit sorti à peu près un modèle par an, avec tout le temps cette augmentation des prix jusqu'à atteindre leur fourchette de croisière qu'on connaît, qui était à l'époque de 2000 $. Donc ça dépendait bien sûr des années, du taux de change et des frais d'importation. Mais on était pour la plupart, hormis sur le Predator, sur des cartons quand même relativement cohérents. Parce que ça soit les Terminator, que ça soit Aragorn, que ça soit Sparrow, que ça soit Vador, que ça soit tous ces personnages, Bruce Lee, bon mais Bruce Lee forcément c'était un Asiate donc il n'était pas très grand donc la boîte l'est non plus. Voilà, sur des tailles relativement cohérentes de carton et du coup sur des frais de port, alors encore une fois, bon, qui n'étaient absolument pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais qui n'étaient quand même pas fortement impactés puisqu'on était sur des tailles relativement standards et pas sur les monstres de carton de frigo qu'on reçoit aujourd'hui. Voilà, donc Cinemaquette, ils se sont du coup développés à coup de 1 volume par an jusqu'en 2013. Donc grosso modo pendant 8 ans, ils nous ont sorti, alors un par an c'est inexact parce qu'ils ont sorti en fait 13 volumes en 8 ans, mais ça dépendait des moments, c'est-à-dire que les Terminator ils se sont enchaînés assez vite puisque c'est du coup les 3 premiers volumes. Et après il y a eu un petit peu plus d'espace du coup à partir du 7, du 8, mais grosso modo voilà, on était entre 1 et 2 modèles par an sur du coup 8 ans. Ils nous ont proposé des volumes 1 à 13. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme licence? Ben, vous les avez vus puisqu'on les a plus ou moins abordés en intégralité là sur la chaîne. On va avoir du coup bien évidemment du Terminator, on va avoir du Alien, on va avoir du Predator puisque Steve Wong, alors Steve Wong on va y revenir aussi un petit peu après, mais qui est du coup cofondateur de Cinemaquette et dirigeant principal et créateur de la marque Elite Creature qui va être en fait le devenir de Cinemaquette. Donc le Predator, mais on va retrouver aussi des personnages humains, personnages qui vont être énormément décriés. Alors on l'a vu précédemment dans la vidéo d'Aragorn, mais j'y reviens du coup avec un peu plus de précision. On avait ces personnages humains qui étaient proposés du coup entre 1200 et 1800 € dans les boutiques françaises et où la plupart des gens trouvaient le prix complètement stratosphérique, non justifié, et l'emploi du silicone qui était à l'époque vraiment pas très bien maîtrisé, plutôt grotesque que justement l'effet waouh qu'on a avec du Queen Studio, du Infinite ou plus récemment Prime One, pour reprendre vraiment de manière photoréaliste les effets de peau humaine. À l'époque, voilà, on trouvait que du coup, comme c'était pas peint, c'était un peu livide, ça rendait que dalle en photo, ben c'était plus un aspect négatif en fait, et on avait plus tendance à prôner du coup les grands sculpteurs de l'époque avec un paint réussi sur de la résine, que cette espèce d'effet silicone où on jouait en fait plus sur la matière que sur la technicité des artistes qui mettaient en scène la statue. Voilà, donc on va retrouver bien sûr Aragorn, on va retrouver Bruce Lee, on va retrouver le Parrain, bien évidemment, qui était entre guillemets une des plus réussies. Voilà, des personnages qui vont avoir souvent une popularité assez basse et qui vont être très souvent revendus grosso modo la moitié des prix qu'ils ont été achetés. Je me souviens de Yann, alors je pense pas qu'il regarde les vidéos, mais à qui j'avais acheté du coup mon Jack Sparrow de l'époque, donc la version régulière, que j'ai revendu à Jérôme il me semble. Tu confirmeras un message, mais oui je crois que c'est toi qui l'as acquis. Yann avait acheté cette statue 2000 € sur une boutique niçoise et me l'avait revendu via eBay, ne trouvant pas d'acheteur, pour 600 € avec la livraison. Donc quand même une énorme perte parce que là on est en dessous du tiers du prix public. Donc ça fait vraiment mal. Voilà, donc Cinemaquette en fait ils étaient toujours en demi-teinte, c'est-à-dire que lorsqu'on avait des créatures donc humanoïdes ou robotiques, on avait voilà, des best-of, des Graal, des must-have, les statues les plus belles des personnages qui représentent à chaque fois. Le Graal Predator c'était bien sûr le Cinemaquette, le Graal T800 c'était le Cinemaquette,
Le TX, c'était le deuxième robot le plus impressionnant après le T800, etc., etc. Mais à l'inverse, on avait des flops monumentaux avec les personnages humains qui étaient tout le temps complètement lapidés, qui voyaient leur cote massacrée s'ils voulaient être vendus, et qui avaient en plus du mal à trouver preneur. Je me souviens aussi d'une remarque de Vega, alors je ne me souviens plus combien tu l'avais acheté en neuf, tu me le diras en commentaire, mais je crois que tu avais péniblement réussi à revendre l'Alien 1000 ou 1200 euros, alors qu'aujourd'hui, à moins de 5K, c'est totalement intouchable. Voilà. Alors bien évidemment, on est 15 ans plus tard, bien évidemment, ces pièces aujourd'hui portent l'appellation de Graal, puisque c'est vrai que c'est un mot qui est galvaudé, qui est utilisé à tort et à travers, mais Graal, en fait, ça veut dire des pièces de l'époque qui étaient magistrales, c'est-à-dire qui se surclassaient par rapport aux autres, qui étaient la plus belle représentation du personnage qu'elles étaient censées immortaliser, et qui, avec le temps, sont passées de main en main de collectionneurs qui ne voulaient pas forcément les garder pour X ou Y raison, ou parce qu'ils changeaient de thème, ou parce qu'ils avaient des passades, ou parce qu'ils voulaient renouveler, ou parce qu'ils avaient des besoins financiers, etc., etc. Et elles sont arrivées en fait dans des collections où elles ne bougent plus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec principalement l'Alien ou le T800, c'est pour ça qu'ils sont si chers en fait quand il y en a un qui sort. C'est parce qu'en fait on n'est plus dans des prix rationnels, c'est-à-dire la statue a été tirée à tant de pièces, elle est très réussie, elle a été lancée à temps, etc. En fait aujourd'hui on a toutes ces pièces, tous ces aliens, tous ces T800, ils sont dans des collections où ils ne bougent plus et où du coup quand elles sortent, vous avez 10 mecs qui veulent les acheter pour une, 10 mecs qui attendent depuis un an pour les acheter pour une qui arrive sur le marché. On m'a récemment envoyé un message vraiment très intéressant sur Fanacolec que je lirai d'ailleurs tout à l'heure. Là, on fera plusieurs parties dans cette vidéo. Si vous avez des idées d'ailleurs pour structurer ça, parce que là c'est du coup comme on parle de Cinemaquette, je suis un peu foufou, je pars dans tous les sens, c'est vraiment comme ça me vient, je n'ai pas fait de plan d'ailleurs. Ma femme m'a dit oui tu devrais structurer avec des chapitres et tout machin. Non, j'ai un pauvre papier sur lequel j'ai griffonné les trucs qui me viennent. Mais voilà, on m'a envoyé un mail très intéressant en me disant je suis à la recherche du Predator et du T800 Cinemaquette, c'est pour moi des Graals, j'aimerais les accueillir dans ma collection. Quel est pour toi le bon prix? Voilà, donc je répondrai du coup avec plus de précision tout à l'heure au travers de la vidéo en lisant le message puisque la personne était d'accord. Mais voilà, pour synthétiser, ces pièces elles ne bougent plus des collections et lorsqu'elles sont acquises, souvent elles ne ressortent plus en fait. Donc il y en a de moins en moins sur le marché. Alors c'est un peu inexplicable parce que honnêtement, le Predator, il est pour moi supérieur au T800 en termes de rendu, pas forcément le côté accurate ou le côté technicité, parce que le T800 est quand même très impressionnant. L'Alien, je ne l'ai jamais vu, donc je ne vais pas donner mon point de vue dessus. Mais pour autant, le Predator, on le voit quand même régulièrement en vente. Il tourne souvent, alors c'est des gros budgets. Voilà, Samuel parlait en dessous de 3000 euros, il n'avait jamais vu. Bon, on en voit accidentellement en dessous. Celui que j'avais acheté, moi je l'avais acheté alors en 2015, donc déjà il y a un sacré bail, mais je l'avais payé 2000 euros à l'époque. Là j'en ai racheté un du coup à mon ami Vincent de Fanacolec qui avait été quasiment jamais déballé et que j'ai payé là 3000 euros, donc une somme très très correcte pour un objet en état neuf. Mais grosso modo, je dirais que voilà, la fourchette d'un Predator c'est 3000 à 3500 euros et qu'on en voit passer. D'ailleurs, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que ça fait au moins 3 ou 4 fois que j'en parle et à chaque fois, bon, c'est un peu redondant. Mais c'est vrai qu'avec l'augmentation des frais de port, même en local, puisque Prime One, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, a ajusté ses frais de port, les prix de ses pièces aussi en local chez les distributeurs, le Predator Deluxe Prime One, il va être du coup au moins aussi cher, voire plus que ce qu'on paye un Cinemaquette. Donc bon, ça renforce pour moi l'hérésie d'acheter cette pièce à côté de se concentrer sur le Cinemaquette, mais bon, peu importe. Donc pour revenir un petit peu à une structure cohérente de cette vidéo, Cinemaquette, voilà, ils nous ont sorti du coup de 2005 à 2013, 13 volumes, 13 pièces qui vont reprendre, comme je vous l'ai dit, des licences majeures avec du Terminator, avec de l'Alien, avec du Predator, avec du Seigneur des Anneaux, avec du Pirate des Caraïbes, avec du Parrain, avec du Star Wars. Je dois en oublier une ou deux, mais grosso modo, voilà, des grosses licences,
avec cette idée de produire une pièce par film. Alors avec Terminator, bien sûr, c'est un peu flou parce qu'on a 3 Terminator, 3 films, mais en fait on a le T800 qui est issu de Terminator 2 et le T850 et le TX qui sont issus du 3 avec pas de pièces du 1. Bon, grosso modo, on va dire qu'on a 3 pièces pour 3 Terminator. Et ensuite, voilà, à chaque fois, Alien, Aragorn pour Seigneur des Anneaux, Créature du Lagon, bon, voilà. Jack Sparrow pour Pirates des Caraïbes, Dark Vador pour Star Wars, enfin, à chaque fois avec un personnage majeur pour chaque film, avec cette idée, comme je vous le disais dans l'Aragorn, de pièces vraiment épurées, de pièces épurées et pures justement, de pièces muséum, de pièces classieuses, de matériaux de haute qualité, pour rentrer ailleurs que dans les collections de geeks et pour rentrer aussi dans les maisons de fans de cinéma qui veulent mettre des belles pièces dans leurs entrées, dans leur home cinéma, dans leur que sais-je. Voilà. Et à partir de 2014, Steve Wong rentre vraiment majoritairement du coup à l'intérieur de Cinemaquette en créant sa propre branche Elite Creature, qui va reprendre du coup les personnages sur lesquels il a bossé réellement dans l'univers du cinéma. Alors, il a bossé sur plein de choses, notamment sur plein de Sentai. Je pense notamment à Kamen Rider et à Guyver. Guyver, d'ailleurs, il avait lui-même réalisé ou produit directement les films. Et du coup, il va lancer des statues de personnages qu'il a vraiment créés pour le cinéma. Et en reproduisant, en créant le prototype, en dirigeant la réalisation, pour que vraiment ce soit et dans l'esprit et dans la réalisation une photocopie la plus fidèle possible du travail qu'il a fourni pour le cinéma. Alors bien sûr on a toujours cet effet un peu cheap des maquettes, parce que là on parle vraiment, Steve Wong en fait c'est un créateur de créatures, je crois que c'est comme ça que l'appellation de son talent, son corps de métier. Et si vous allez par exemple au musée de la miniature à Lyon, vous vous rendrez compte que du coup c'est complètement transformé ce qu'on voit dans les films, puisque les costumes originaux sont très souvent dégueux avec énormément d'imperfections. Et en fait, si on sortait ça tel quel, un peu comme l'avait fait Chronicle, qui faisait vraiment des répliques 100%, enfin le plus accurate possible de ce qu'on voyait, de ce qu'on avait utilisé plutôt comme maquette dans le film, et bien en fait les gens, le premier sentiment qu'ils ont c'est waouh, c'est dégueu, c'est trop mal fait quoi. Voilà, donc du coup bon, Steve Wong bien évidemment il vient embellir, il vient chapeauter, il vient affiner, on voit, alors je vous mettrai voilà, des petites vidéos ou des petites photos où il peaufine, il ajuste chaque détail pour avoir vraiment une pièce la plus artistique possible dans ce qu'il va nous proposer, mais en reprenant vraiment cette idée de j'ai conçu le costume pour le film et du coup je suis le plus à même de proposer un produit dérivé ressemblant et mettant en valeur du coup le personnage du film. Voilà. Et bien sûr ça, à mon sens, et pour tous les collectionneurs je pense de Cinemaquette et d'Elite Creature, encore une fois voilà, j'invite là le maximum de collectionneurs à donner votre avis là sur Facebook ou sur YouTube comme vous voulez, mais à partager, à donner votre point de vue, votre ressenti, votre feeling sur la marque, pourquoi vous collectionnez Cinemaquette, pourquoi vous collectionnez Elite, parce que encore une fois, moi je collectionne pour X ou Y raison, mais c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Moi je collectionne parce que voilà, vous le savez, je vous l'ai dit maintes fois dans je sais pas combien de vidéos, je trouve super intéressant d'avoir un ou deux personnages maxi par licence de film, d'avoir ce côté uniforme avec les volumes, avec un personnage grosso modo par an, avec les plaques nominatives, avec entre guillemets des produits très peu fabriqués, parce qu'on a cette distribution, on y viendra aussi plus tard, cette distribution vraiment mesurée, contenue, chaotique aussi dans la distribution, mais ça en fait du coup un aspect positif de plus pour les collectionneurs, parce que du coup comme ils se vautrent sur les précommandes, il y a très peu de production et du coup ça en fait des objets élitistes. Voilà, c'est pour ça que je collectionne vraiment et que je kiffe par-dessus tout cette marque. Mais vraiment, voilà, que ça soit, je ne sais pas, Rosario, Sébastien, Yannick, Cricri, les deux Jérôme,
voilà, d'autres, je suis désolé là si vos prénoms ne me viennent pas à l'esprit, mais tout ce noyau de fans d'Elite et de Cinemaquette, n'hésitez pas à donner votre point de vue et pourquoi vous aimez la marque, pourquoi vous achetez aussi cher malgré les défauts cette marque, qu'est-ce qui vous fait kiffer dedans, quoi. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à déjà la fin de Elite et après on partira un petit peu dans tous les sens pour essayer de garder une colonne un peu vertébrale à la vidéo, quoi. Voilà, donc en 2014, stupeur délirante et moment où vraiment je suis devenu un cramé complet de Cinemaquette et d'Elite. Naissance d'Elite Créature en 2014 avec le volume 14 du coup de Cinemaquette, le Reaper. Alors bon, vous savez par-dessus, avant même ça, je suis un très très grand fan de Del Toro. J'adore Blade, je surkiffe Blade bien évidemment parce que j'aime tout ce qui est vampire, tout ce qui est gothique à mort. Bon, Reaper over giga méga classe, réalisation de malade mental à l'époque. Et du coup voilà, je pars complètement en trip, je revends mes 1,5, je me souviens à l'époque j'avais Wolverine, j'avais Darth Maul, des statues où je m'étais complètement saigné pour les acheter. Je pars complètement en live, je fais un échange avec Iron Dadou pour ceux qui le connaissent sur Marseille, pour récupérer le Vader, pour récupérer le Cinemaquette, pour récupérer le Superman. Je suis voilà, complètement à fond, je veux de la Cinemaquette et tout, machin, le truc des volumes, etc. Voilà. Bref, donc en 2014 on voit le Reaper de Blade maquette, juste derrière on voit du coup le buste là aussi du Reaper qui est complètement dingue dans la sculpture, dans le paint, enfin, ça surclasse quasiment n'importe quoi qui est sorti. On a Prime One qui commence à arriver, mais on est plus sur le côté du coup mécanique, robotique. Là vraiment sur tout ce qui est humanoïde, sur un travail de résine, on n'a jamais vu ça, c'est complètement délirant. Et ils enfoncent le clou du coup l'année suivante, en 2015, avec du coup le volume 15. Et par la suite le volume 18 où on va voir, alors du coup avec 2 ans d'intervalle, mais où on va voir le diorama Marcus vs Lycan, où là, voilà, je vais rester poli dans la vidéo parce que les enfants regardent, mais vous l'aurez compris, j'étais quelque peu à donf sur ce diorama qui est complètement démentiel, où chaque statue elle-même est à tomber par terre, où les deux s'assemblent pour faire un duo de fous furieux. Underworld, c'est une des licences cinématographiques que je préfère en plus. Bref, bon, je suis complètement mordu. Voilà. Et on a en parallèle de Elite Créature qui s'est créé, Cinemaquette qui existe toujours et qui va du coup nous proposer un personnage humain avec Tony, Iron Man. Alors bon, pour le coup, je n'ai pas trop compris pourquoi ils avaient choisi une licence aussi populaire, parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils font, mais bon, bref. Voilà, avec Cinemaquette qui, dorénavant, se concentrera sur les personnages humains et Elite Créature qui viendra du coup contrebalancer avec les personnages créatures, puisqu'ils vont nous sortir le Hulk, qui est là aussi une pièce totalement folle. Voilà. Alors, Cinemaquette, ça va être plus ou moins leur dernière réalisation produite, puisqu'ils vont nous montrer en 2018, je crois, si je dis pas de bêtises, La mariée de Kill Bill, qui est abominable. Je suis ravi qu'il ne l'ait jamais sorti, parce que franchement, elle est ignoble, et je l'aurais acheté en immense fanboy que je suis, comme l'a dit Samuel. Mais alors, l'idée du socle avec le temple japonais était extrêmement sympa. Le body, bon, il passait, il n'y a pas de souci, mais alors la tête était abominable et ils s'en sont tellement pris plein la tronche, ou alors ils ont coulé financièrement entre temps, je ne sais pas, que voilà, qu'on n'aura jamais vu Kill Bill sortir. Donc du coup, Iron Man sera le dernier personnage humain. Parallèlement à ça, et les créatures, ils vont continuer leur bonhomme de chemin, puisqu'ils vont sortir du coup à chaque fois une statue, un buste, hormis pour Drake, donc le personnage de Blade 3, où ils vont nous proposer du coup que le buste et pas de maquette. Bon, c'est un peu dommage. Ou à l'inverse, le personnage de Hulk, qu'on ne va pas retrouver en buste. Bon, depuis Queen Studio l'a fait, alors on verra plus tard aussi les connexions entre Queen et Cinemaquette. Et Toynami, mais voilà, mais grosso modo on a à chaque fois Blade, Reaper, une maquette, un buste, Marcus, une maquette, un buste, le Lycan, une maquette, un buste, créature de la forme de l'eau,
la Méduse, etc., etc. Voilà, donc Freddy, Jason, etc. Bon. Voilà, après, ils vont, là aussi, j'ai surkiffé, s'attaquer au monde des slashers avec 3 personnages iconiques, Freddy, sur lequel Steve Wong avait d'ailleurs bossé aussi sur le 5e opus, Jason et Pennywise. Alors apparemment, ils ont perdu de l'argent. Alors je veux bien croire parce que c'est des licences quand même qui ne doivent pas être données. Comme d'hab, catastrophe niveau commercial. Et malheureusement, malgré que ce soit des chefs-d'œuvre, alors pas pour Pennywise, qui est une statue qui est sympa, mais sans plus, mais pour Freddy et Jason, qui sont des statues absolument monumentales, que je vous ai encouragé à mort à acheter dans les vidéos et que je vous réencourage à acheter si vous les trouvez. Voilà, des statues sidérantes. Et on va trouver à chaque fois des bustes avec une ingéniosité hors pair, avec des socles qui sont uniques pour chaque objet et qui ne sont jamais vus dans le monde des produits dérivés, et avec des maquettes qui sont, je ne vais pas reprendre tous les atouts que je vous cite et que je vous rabâche dans chaque vidéo, mais qui sont à chaque fois de plus en plus folles. Par la suite, on va voir la licence de Guyver apparaître, parce que là aussi Steve Wong avait travaillé dessus. Bon, c'est beaucoup plus complexe là, parce que sur le marché asiatique ça marche bien. Chez les Ricains, ça a eu aussi un petit peu son attrait. Maintenant, en Europe, bon, quand même beaucoup moins, je pense. Et c'est aussi, je pense, ce qu'a pas aidé. Alors, je vous fais une petite coupure pour pas qu'il y ait de couac avec la caméra. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est bon, c'est rechargé, on est reparti. Donc, je vous disais, voilà, qu'ils partent du coup sur des licences un petit peu plus risquées, avec notamment Guyver, où ils vont nous produire 2 maquettes, puisqu'on va retrouver le gentil et le méchant, Guyver et le zoanoïde, et 3 bustes, puisqu'ils vont nous proposer aussi le buste du Lisker, un autre méchant de l'univers, où on aura des tirages vraiment très faibles. Alors je crois que les tirages annoncés, ils étaient grosso modo de 300 exemplaires, mais au final les maquettes, elles vont pas dépasser 150 et un petit peu plus pour les bustes. Et le Lisker, lui, alors là, le nouveau problème qui se présente face à eux, c'est que on va reprendre du coup le système de précommande d'élite qui est catastrophique, dont je vous en ai parlé dans une vidéo sur 2. Mais je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas encore saisi. Et Creature présente ses produits systématiquement lors des Monster Palooza. Alors, il peut arriver lors du Comic Con à San Diego qu'ils rajoutent du coup une créature ou un objet, ou qu'ils rajoutent un paint sur un sculpte qu'ils avaient présenté au Palooza, parce que le Palooza il a lieu en avril et le Comic Con en juillet. Mais la plupart du temps, comme Steve Wong est un créateur de créatures, ils vont profiter du Monster Palooza qui met en avance vraiment le SF, le cinéma d'horreur et les créatures en tout genre, peu importe les films dont elles sont issues. Et les créatures, ils vont du coup présenter leurs prototypes lors de ce salon en avril. Au lieu de lancer les précommandes tout de suite et de profiter de la hype du coup du salon, de l'effervescence et de toute l'aura qu'il y a autour de la pièce, ils vont faire les morts pendant, alors ça dépend, 6 mois, 1 an, 2 ans. Je rappelle du coup la maquette de la Méduse présentée au Palooza 2019. On est en septembre 2021, toujours pas de précommande. Donc comment vous dire qu'en fait ceux qui avaient été hypés en avril 2019, à mon avis, ne sont plus vraiment en septembre 2021, hormis peut-être moi et Jérôme. Je crois qu'on est les 2 seuls en Europe à être encore intéressés par la pièce. Voilà. Donc, et ils vont vous balancer du coup une précommande lorsque la pièce sera un peu sombrée dans l'oubli, et ils décrètent qu'ils fabriquent le nombre de pièces pile poil par rapport aux précommandes qu'ils auront reçues, parce que avant tout c'est une marque qui se destine à leurs réels fans qui les suivent, qui suivent leur production, qui suivent leur marque, qui achètent grosso modo les pièces qui sortent sans trop chercher ce qui se passe, et que du coup ceux qui sont pas au courant, c'est tant pis pour eux en fait. Voilà, c'est pas on essaie de faire un effort vers le client pour développer notre marque et essayer de vendre quand même notre production. Alors déjà bon, des marques lambda, elles vont proposer des tirages à 1000, 2000, 3000 pièces. Des marques plus élitistes de par le prix comme Infinity Studio ou Queen Studio, on va être sur des tirages entre
500 et 1000 pièces la plupart du temps. Bon, Elite, on est plus sur du 300. Donc déjà, c'est quand même des lots tirages et c'est assez dur de rentabiliser des licences connues avec si peu de pièces. Mais eux, non, ça suffit pas. Ils vont du coup lancer, je sais pas, la maquette de Freddy, 300 pièces, 160 préco reçus, on en fabrique 160. Voilà. Donc ça, c'est, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos Elite Créatures, totalement idiot, parce que bien évidemment, quand les premières pièces arrivent chez les collectionneurs, il y a des collectionneurs qui les avaient pas vues au salon, il y a des collectionneurs qui n'avaient pas le budget, il y a des collectionneurs qui ont revendu entre temps, il y a des collectionneurs qui ont changé de thème de collection, enfin, il y a de multiples raisons qui font que quand la pièce sort, il faut du stock parce qu'il y a des gens intéressés. Et en plus, Elite Créatures, ils font pas spécialement de spots, ils font pas de très belles photos, ils font pas de marketing qui mettent en avant leurs produits. Et souvent, les photos et les avis des collectionneurs ont beaucoup plus d'impact du coup sur les autres collectionneurs que la marque elle-même. Parce que bien sûr, Queen, ils vous sortent des spots, des mises en scène de 2 minutes de fou furieux avec des lights, des shadows qui mettent en relief le moindre pli sur la peau qu'ils vont produire. Donc bien évidemment, ça vous hype et ça vous donne envie d'acheter à mort. Bon, Elite, ils font rien de tout ça. Ils vous montrent le proto, tu as vite fait une photo prise sur un iPhone 5 d'un gros plan de Steve Wong comme ça et tu as la pièce en arrière-plan. Enfin, faut vraiment être bien à fond pour lâcher X milliers de cas X cas dans une pièce, X milliers d'euros, parce que bon, disons qu'il y a mieux, voilà. Bon, et du coup, de fil en aiguille, ils vont produire de moins en moins de pièces jusqu'à arriver au seuil, je parle en connaissance de cause, que lorsque vous précommandez un buste chez eux, enfin une pièce chez eux, mais c'est là en l'occurrence c'est des bustes. Vous précommandez une pièce chez un distributeur, donc quand des distributeurs en Europe, grosso modo il y en a deux, il y a EO et il y a PBM Express. Vous passez votre précommande, elle est validée et tout, et lors un ou deux mois avant que la production se termine et qu'ils envoient les pièces chez les distributeurs, Toynami, ils répondent aux distributeurs et disent: ah ben non, vous n'avez pas précommandé assez de pièces chez nous, du coup on ne vous livre pas du tout. Vous avez, alors je connais pas les nombres, mais mettons, c'est arrivé du coup pour la Geisha, c'est arrivé pour le Lisker, le troisième buste issu de Guyver, et ça va arriver, là c'est sûr et certain, pour le Draxio, le sculpte d'Anderson qu'a produit Toynami. Voilà, ils répondent: bon ben non, vous n'avez pas commandé assez d'unités, on ne vous livre pas, les gens qui ont précommandé, ils n'auront pas leur pièce. Voilà. Donc moi j'avais précommandé la Geisha, je ne l'ai pas eu, j'avais précommandé le Lisker, je ne l'ai pas eu, et là le Draxion, bon, à première vue, il aurait dû arriver avec les autres, pour le moment il n'y en a pas, donc je ne sais pas s'ils vont arriver plus tard ou non, parce que bon, pour le moment PBM me répond ça, ils me disent oui, ça va peut-être arriver dans le conteneur suivant, etc. Sauf que bon, le conteneur suivant, je sais pas vraiment ce qu'il va contenir de chez Elite Créatures, parce qu'il n'y a plus rien. Le seul truc qui a été montré en salon et qui n'est pas encore arrivé, mais qui n'est même pas en préco, c'est la maquette du coup de la Méduse. Le Draxion, je vois honnêtement pas quand il sortira. Alors, il reste un ou deux bustes de leur série Alien qui n'a pas été encore livré. Donc bon, pas improbable que ça soit avec, mais j'en doute fortement. Voilà. Donc bon, bien évidemment, de fil en aiguille, il se passe quoi? Mauvaise communication. Aucun retour, ça Samuel l'avait aussi soulevé dans la vidéo. Effectivement, bon, je me prends pas pour le meilleur collectionneur élite de la planète ou je ne sais quoi, mais bon, quand même quelques pièces de chez eux, à savoir toutes sauf l'alien. Je leur envoie des messages en leur disant oui, ça c'est sympa, ça c'est fini. Zéro réponse. Bon, quand même pas la joie. Et du coup, malgré tout, ils ont quand même des irréductibles qui passent des précommandes. Et leur seule réponse, c'est: ah ben non, il n'y a pas assez de pièces dans le conteneur, on n'en voit pas. Donc du coup, les précos, les gens qui veulent faire des full sets et compléter, ciao. Bon, donc c'est quand même pas Jojo, je trouve, mais bon, bref, c'est Elite Créatures, ils sont comme ça. Voilà, Samuel, ils avaient dit, ils sont élitistes jusque dans le fait de ne pas répondre. Bon, pour moi, il n'y a pas grande élite là-dedans, mais on...
Voilà, donc du coup, bon, pour revenir un petit peu sur ce que nous a produit Elite Creature, ils nous ont du coup produit du Blade, ils nous ont produit du Underworld, ils nous ont produit du Guyver, ils nous ont produit les slashers, Freddy, Jason, Pennywise, ils nous ont produit, alors chez Del Toro, malheureusement, ils n'ont sorti pour le moment que la forme de l'eau, c'est la seule réalisation, enfin les deux réalisations, parce qu'il y a buste et maquette, qui sont sortis, parce qu'on a là aussi un lien, je pense, assez étroit entre Steve Wong et Del Toro, puisqu'il avait bien sûr travaillé sur Abe Sapiens, puisqu'il avait fait la créature, la forme de l'eau, et qu'il avait travaillé aussi sur le labyrinthe de Pan. Alors, le labyrinthe de Pan, là aussi, où ça a été avorté, je ne sais pas, ou si ça va arriver, puisque alors, je me remémore. Au dernier Monster Palooza 2019, le dernier show où on a vu les créatures, parce que depuis ils ont complètement disparu des radars, ils sont plus présents sur les salons et ils sont nulle part. On avait le buste du Payman. On n'avait pas de maquette. On n'avait pas de buste du faune. Et on avait la maquette du faune non peinte. Voilà, donc on avait buste du Payman peint, maquette du faune non peinte. Ça, c'était au Monster 2019. Par la suite, on a eu la préco du Payman et qui a été livré depuis, on l'a vu, ça a été présenté en juin. On a eu les précommandes, alors là, complètement inattendues pour le coup, avec la révélation du paint, de la maquette du faune et la présentation du sculpte et du paint et la préco dans la foulée du buste. Et à ce jour, on n'a toujours pas du coup de colorisation du sculpte de la maquette du Payman, ni de date de préco, ni de quoi que ce soit. Voilà. Après, sur ce salon, je crois que grosso modo, tout ce qui avait été montré est sorti depuis. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Puisqu'ils ont, en plus des licences cinéma, oui, c'est ça que je voulais vous dire juste avant, et du coup, je suis parti sur Del Toro. Et les créatures, ils ont dû se dire, bon, on paye des licences une fortune, enfin, cher, on n'arrive pas à les rentabiliser, on perd des sous, on va essayer de lancer d'autres produits et du coup de compenser un peu avec ça par le fait qu'on n'ait pas de licence. Donc de lancer leur propre gamme de créatures issues uniquement du travail et de l'imagination de Steve Wong, ou alors en collaboration, comme on l'avait vu avec Anderson pour le buste de Draxion, avec d'autres artistes. Alors, on a plusieurs gammes majeures. On a notamment la gamme des personnages aliens. Je ne sais pas si on peut ovni, aliénoïde, je ne sais pas trop comment nommer cette gamme. Avec deux bustes qui étaient déjà sortis, que je vous ai du coup présentés sur la chaîne. Avec un troisième que je n'ai pas présenté. Avec un quatrième qui est en précommande pour l'instant, mais je ne sais pas s'il sortira. Et avec le personnage de Caris. Alors, elle reprenait du coup le socle de cette gamme alien, mais elle se différenciait vraiment parce qu'on avait un personnage qui faisait un peu plus heroic fantasy elfique, mais bon, je pense qu'elle vient quand même s'inscrire dans cette gamme alien. Après, elle nous avait proposé une autre gamme que personnellement j'adorais, avec une gamme un peu mythologique, alors mythologie grecque ou égyptienne, avec notamment le buste de la Méduse, qui était une œuvre complètement colossale et démentielle à l'époque. Un buste, un carton qui faisait 1m10, une tuerie intersidérale, avec la maquette de la Méduse qui était prévue, mais comme je vous l'ai dit, qui n'est jamais arrivée en précommande pour l'instant, avec le buste du Cyclope, qui est sorti là, qui est arrivé dans le dernier conteneur que je vous présenterai dans les semaines à venir, et avec leur buste Anubis, représentant du coup le dieu égyptien, qu'on verra aussi prochainement là sur la chaîne. Voilà. Donc ça, c'est une autre gamme qui était très très intéressante, qui pouvait donner lieu du coup à des maquettes complètement folles. J'imaginais de là la maquette du Cyclope qui aurait été folle, mais bon, là encore, voilà, très mauvaise communication, pas de vente, très peu de production. Est-ce que la gamme est rentable ou non? À mon avis, moyen. Et du coup, elle est un peu, entre guillemets, tuée dans l'œuf, j'ai l'impression, avant même qu'elle ait le temps de se développer, et c'est vraiment fort dommage. Parce que la gamme alien, bon, c'est plusieurs designs. On avait un design aussi qui avait été montré au Palooza 2019, qui n'a jamais été terminé et lancé en précommande, qui était vraiment un mix entre Guyver et Dark Vador. Bon, voilà. Et même les autres, grosso modo, alors on avait celui de Close Encounters, bien sûr, qui parle à tout le monde, mais les autres, les propres créations,
Là, on est bon, voilà, sur des designs qui sont un peu semblables de l'un à l'autre, sur des petites pièces, des bustes qui font voilà, 30, 40, 50 cm, qui sont pas spécialement techniquement très très développés. Par contre, la gamme mythologique, que ce soit le buste de la Méduse, la maquette, le Cyclope, le Anubis, c'est des bustes qui sont monstrueux, extrêmement bien peints et qui donnent vraiment très envie. Le Draxion, je trouve le design phénoménal et ça colle vraiment comme un gant à Elite Creature et c'est vraiment vraiment dommage de ne pas sortir ces produits quoi. Pourquoi voilà, pourquoi je le dis dans beaucoup de vidéos ça aussi, mais c'est quand même beaucoup plus dur de faire un bon produit fidèle à son prototype, réussi, abouti et qui contente les collectionneurs que de faire de la com sur un bon produit quoi. Et eux non. Bon, voilà. Donc du coup bon, ces gammes elles sont pas spécialement travaillées et c'est vrai que voilà, cette connivence entre Del Toro et entre Steve Wong, je pense qu'on a été énormément à l'attendre et malheureusement bon, pour le moment c'est pas arrivé. On rêve, je pense aussi à Serge, si jamais tu auras la vidéo, grand fan de Hellboy. On attend tous bien sûr un Hellboy, un tiers monumental de Elite Creature. On attend un Spawn de Elite Creature. On attend aussi un Abbé Sapiens. On attend voilà, les créatures des Légions d'Or. On attend un Blade depuis extrêmement longtemps. Alors déjà j'attendais la maquette de Dracula. Le personnage, alors Dracula de Coppola aussi, ça aurait collé comme un gant du coup à Elite Creature, mais moi je pensais au Dracula du coup de Blade 3. Ils nous ont pas sorti la maquette, mais surtout ils nous ont pas sorti le personnage de Wesley Snipes. Ils nous ont pas sorti Seven d'Underworld. Alors c'est sûr que c'est une maquette, encore une fois, bon, quand on voit le résultat entre guillemets des visages, même si le Iron Man, bon, il est quand même extrêmement beau. Franchement, le visage est très très beau. Mais voilà, c'est sûr qu'ils sont plus forts sur la branche créature que sur la branche humanoïde. Mais ça aurait été quand même complètement fou, rien que par les poses, les mises en scène, les socles, de nous sortir ces héros de ces licences et que pour le moment, malheureusement, ils n'ont pas fait quoi. Voilà. Alors, je pensais à une autre question qui pouvait être sympa du coup au travers de ces vidéos et que j'espère là aussi vous réagirez, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir chez Elite Creature. Voilà. Alors personnellement, je viens de vous le dire, j'aurais énormément aimé voir Selene, j'aurais aimé voir bien sûr le personnage de Blade, j'aurais aimé voir du Robocop. Je pense qu'ils auraient fait un truc de barjo avec Robocop. J'aurais bien évidemment, en tant que grand fan de Del Toro, aimé voir tout le 3 ou 4 personnages de Hellboy. Je pense que ça aurait été là aussi complètement fou. Alors l'Abbé Sapiens, bon, on a un semblant avec la forme de l'eau parce que le personnage et même l'aquarium en lui-même ressemblent beaucoup. Et bon, ça aurait pu être quand même très très sympa. On aurait pu voir aussi du Batman Returns, enfin du Batman, puisque Steve Wong avait bossé sur le costume de Batman Returns, du deuxième Batman. Et il nous avait proposé, parce que j'ai parlé tout à l'heure des volumes de cinémaquettes, mais il faut savoir que Toy Nami à l'époque, ils ont aussi proposé des props, du coup, donc des objets taille réelle, ou des goodies, entre guillemets, enfin des studio scale plutôt en fait, des véhicules, puisqu'ils avaient proposé la Batmobile et le Batwing de Batman Returns. Enfin, la Batmobile de Batman et de Batman Returns, il y avait les deux versions, et le Batwing de Returns, de Batman. Ils avaient proposé le Batman Cowl, la cagoule. Ils avaient proposé le Tomanosuke Gun, le flingue de Blade Runner. Qu'est-ce qu'ils nous avaient sorti d'autre? Ils nous avaient sorti, alors là, bon, pour le coup, je l'ai pas dans ma collecte et ça m'a pas trop branché, la réplique du Godzilla aussi des années 60-70 sur lequel Steve Wong avait d'ailleurs travaillé. Je crois qu'il a aussi travaillé, il me semble, sur le remake, là, le Godzilla récent là, qui fait partie du Monsterverse. Je crois qu'il était consultant ou qui travaillait en collaboration sur les créatures. Je ne sais plus exactement quel rôle il avait fait, mais je sais qu'il avait bossé dessus. Voilà, du Dracula de Coppola. Je pense que ça aurait été vraiment magistral du coup pour la marque.
Alors à l'époque je disais le labyrinthe de Pan, bon là ils m'ont plus ou moins contenté parce qu'il y a quand même, bon, hormis la maquette du Pac-Man, plusieurs produits qui sont sortis. Après, bien évidemment, il avait travaillé sur Alien vs Predator, donc on rêvait de voir un Prédalien. Alors déjà j'adorais la maquette de Sideshow, j'aurais vraiment adoré voir une maquette du Prédalien, puisque en plus il y avait des images, il y avait des photos où on voyait où il travaillait sur les costumes. Il aurait sorti un buste du Prédalien. D'ailleurs ils avaient parlé pendant très longtemps de sortir un buste du Predator, et je crois que Charles t'en connaît la raison, d'ailleurs tu peux me le mettre en commentaire. Je crois que pour une question de droit, ils avaient perdu les droits, ils avaient les licences que pendant un certain temps, et puis ils les avaient paumés le temps de faire le buste ou je ne sais plus trop quoi. Mais je crois qu'il était prévu de faire une buste du Predator, et ça s'est jamais fait. Ça aurait pu du coup supplanter le Tsume. Mais je pense surtout que le Prédalien, créature qui fait voilà, encore plus gothique, encore plus gluante, glauque et tout, et qui colle parfaitement à Elite. Je pense qu'un buste du Prédalien et une maquette, quand on voit le travail dingue qu'a fait Sideshow, je pense que ça aurait été vraiment mémorable. Et malheureusement, bon, ça s'est pas fait non plus. Voilà, plus d'autres licences qui ne viennent pas à l'esprit, mais où vraiment, je trouve que Elite Creature s'illustre à merveille dans, voilà, ce dans quoi Steve Wong était fort. C'est-à-dire vraiment des créatures ou très gothiques, très vampires, ou alors des monstres humanoïdes comme il adore les designer, comme il a fait la forme de l'eau, comme il a fait la créature du lagon, comme il a fait le Predator, ces espèces de mix entre un humain et un lézard, poisson, etc. Vraiment ça lui va comme un gant, et vraiment autant dans les films que dans les maquettes, je trouve que c'est là-dessus où le travail est vraiment fantastique. Allez, on se retrouve du coup pour cette troisième partie. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit encore? Oui, que Steve Wong, il a aussi... alors là, bon, je suis très content qu'il n'y ait pas eu de production, parce que j'ai pas envie d'avoir de produits de jeux vidéo dans ma collecte, mais il a été aussi sollicité pour travailler pour Blizzard, par exemple, pour les jeux Diablo et Starcraft. Voilà, donc on retrouve, alors là, un petit peu plus le côté démon. Donc c'est vrai que, à part justement son travail sur Hellball ou la collaboration sur Braxion, bon, c'est un peu moins le style, mais ça donne là encore une fois, bon, quand même lieu à des très belles créatures. Et ça aurait pu aussi, alors moi je suis content qu'il ne l'ait pas fait, mais ça aurait pu être aussi une voie qu'ils empruntent avec du coup la création de bustes de personnages, le personnage de Lilith par exemple, sur lequel il est bossé là. Je pense qu'elle aurait vraiment très très bien rendu en buste. Voilà. Donc bon, alors le point aussi, alors je pense que ça sera plus répondu via les commentaires que moi qui vais vous le dire directement, mais c'est qui collectionne en fait les produits Elite Creature et Cinemaquette. Alors je pense qu'on a vraiment deux branches de collectionneurs, enfin deux branches de clients complètement distincts. On a les gens qui vont prendre les cinémaquettes un peu comme ce que je vous disais en début de vidéo, des objets d'art, des objets de collection. Ils vont avoir 1, 2, 5 objets, ils vont les mettre, voilà, un peu comme Master Replica, comme des objets de cinéma. Ils vont pas du tout s'intéresser au monde de la collection, des produits dérivés, les marques, tout ça, etc. Et après, je pense que ça va capter un peu ces collectionneurs qui aiment le côté atypique, le côté no limit, le côté vraiment faible run, le côté poétique et gothique à la fois des réalisations qu'ils vont proposer, ce côté créature en lui-même aussi même, et voilà, et qui veulent avoir en fait des objets qui vont complètement trancher avec du Dark Vador, avec du Iron Man, du Spider-Man, des Batman. Alors j'adore Batman, mais c'est vrai que voilà, c'est des collègues Batman. Bon, je surfe sur les groupes, j'en vois plein. C'est vrai que bon, et quand je vois même les slashers qui sont entre guillemets les produits les plus diffusés, galvaudés et partagés d'Elite Creature, quand vous voyez des objets Elite dans une collecte, clac, ça vous interpelle en fait, parce que vous voyez, l'œil il n'est pas habitué à voir souvent ces pièces. Ces pièces, elles sont hors normes, ces pièces, elles ont un charisme, elles ont un charme, elles ont quelque chose, et c'est aussi ça qu'ils vendent du coup dans le prix.
c'est pas seulement voilà, un poids de résine, c'est pas seulement une taille, c'est pas seulement une limitation, c'est aussi ce charme et cet atypisme des pièces et leur rareté dans les collections par la suite avec leur faible tirage. Alors, les prix, est-ce que je les trouve justifiés? Bon, je fais du cas par cas pour chaque pièce qu'on a vue dans toutes mes vidéos, donc je ne vais pas y revenir, mais grosso modo, je dirais que oui. Oui, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, je trouve que oui. Et je trouve que plus ça va, plus les prix grimpent de manière stratosphérique et plus en fait les pièces élites sur le second marché deviennent sensées en termes de cotes. Parce que quand elles sont sorties, elles étaient beaucoup plus chères que les autres. Et là maintenant, on est en fait, vous prenez une très grosse Prime One, bah, c'est en fait le prix d'une Elite Creature. Et pour moi, il y a 1 milliard de fois pas photo. Parce que, voilà, je me répète, mais faible tirage, pièce qu'on voit jamais, style unique et pas je fais un objet, il est réussi, tac tac tac, je le décline, j'en fais 4 ou 5. Donc oui, pour moi les codes sont justifiés. Alors c'est sûr qu'on a, je vais venir du coup à la question de Xavier là que je vais vous lire, on a des fois des prix complètement délirants sur vraiment les gros Graal, vous voyez de l'Alien Artist Proof Paul Comoda, c'est 10 000 balles et ça se vend dans la journée en 2 jours. Bon, c'est du délire, c'est clair, c'est du délire. Ou même, voilà, sans partir dans des extrêmes, voilà, du T800, 4000 balles, de l'Alien classique, 5-6 000 balles, bon, c'est des sommes qui sont vraiment énormes. Maintenant, bon, voilà, vous avez une pièce, encore une fois, qui a une histoire, qui a un charme, qui a une atypicité que vous voyez rarement dans les collects, qui est rarement sur le second marché. Enfin, tout ça, c'est un mix. Et en fait, l'histoire prend le pas vraiment sur les données objectives et techniques. Parce que, encore une fois, je fais souvent le parallèle avec les voitures, mais vous avez, grosso modo, sur le marché de l'occasion, la même auto chez Ferrari que chez BMW pour 3 fois le prix chez Ferrari parce que vous achetez toute une histoire, tout un microcosme, tout un partage, tout un monde dans lequel vous pénétrez que vous n'avez pas ou moins chez BM ou chez Audi ou chez AMG ou chez tous ces constructeurs plus généralistes. Voilà. Et c'est un peu pareil, vous avez une Prime One. Elle a beau déchirer sa mémé, il y a des Prime One de fou, franchement. Là, j'ai ouvert le T-Rex il n'y a pas longtemps, j'étais sur le cul. On va ouvrir prochainement le Lockdown, il a l'air de déchirer. Mais c'est du Prime One, vous la voyez souvent. Elite Creature, c'est Elite Creature. Voilà. Alors, je pense aussi à une pièce humaine dont on n'a pas parlé, qui est complètement délirante et qui se maintient très haut dans les cotes, c'est le Rosenberg. Le Rosenberg... Voilà, je fais une vidéo, j'étais à fond de boîte dessus. Je ne vais pas me répéter, mais si vous ne l'avez pas dans votre collecte, courez trouver un Rosenberg. Voilà. Alors, que va devenir Elite Creature? C'est vraiment la question, je pense, par laquelle on va du coup finir. Alors, Elite Creature, je vous l'ai dit depuis le début. Ah oui, et juste après, je lirai enfin le message de Xavier, ça fait depuis le début de la vidéo que je dis que je vais le faire, donc je ne vais pas oublier, je vais le faire. Qu'est-ce que va devenir Elite Creature? Ben, je vous avouerai que je ne sais absolument pas. Que de mon point de vue, il y a 60-65% de chances qu'on ne les revoie plus jamais et 40% qu'ils ressurgissent. Alors, je pense que ils ont un lien étroit de distribution et de création avec Queen Studio. Voilà. Alors moi déjà, dans Queen Studio, j'ai retrouvé certains traceurs un peu émotionnels, c'est du feeling quoi. C'est autant je prends 2 cachets, je vais au lit quoi, mais je ressens voilà vraiment des mises en scène, quelque chose, je vous l'ai dit aussi dans les pièces Queen qu'on a vu en vidéo, des produits Toynami dans les produits Queen. Je pense notamment à la présentation du Mark 2212, là je ne sais plus combien c'était, le 7, 1,5 je crois.
crois que c'était le 7, le Mark 7 1,5, enfin, je sais pas, il y en a tellement, je crois qu'ils en sont à 4 1,5, c'est un peu du délire. Où on avait, et c'était pas anodin, plein de produits Elite en arrière-plan, alors que Queen, c'est des malades mentaux du contrôle et de la maîtrise du marketing et de l'image. Vous les présentez le Joker, le Wolverine qui sont leurs premiers produits de neuf, ils vous disent non, 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 on veut rien avoir à voir, non, 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 merci, 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 au revoir. Voilà, donc bon, faut pas me faire croire qu'il y a la moitié du set et de créatures derrière eux, et ah merde, on n'avait pas vu. Bon, c'est sûr et certain que c'est fait exprès. Alors encore une fois, ça peut être pour faire, pour dire les gens qui aiment Elite, inconsciemment ils voient les produits Elite en arrière-plan, comme il n'y a plus de produits Elite, ils vont se projeter sur Queen, on va récupérer la clientèle. Bon, c'est pas impossible, ça peut être très ingénieux, mais à mon sens, il y a quand même une liaison. Je vous avais montré aussi sur le site des distributeurs, alors là maintenant c'est carrément en tout public, que là sur le site de Cinémaquette, il y a un onglet Queen. Cinémaquette, c'est pas le site de Toynami, parce que Toynami, ok, c'est un distributeur, il diffuse des petites figurines Naruto, etc. Bon. Et là, c'est le site de Cinémaquette, cinémaquette.com. Bon. Et il y a un bouton Queen Studio. Et on vous retrouve, du coup, le bus d'Alita, et là, le bus de Spider-Man. Voilà, le bus de Spider-Man. Qu'est-ce qu'il fout sur le site de Cinémaquette, quoi? Alors déjà, Cinémaquette, de base, c'est pas des bustes. Mais bon, surtout après, ils ont raccroché Elite. Bon, Elite, ok, Steve Wong, Cinémaquette, Elite, ils se partagent les humains, machin, bon, pas de problème. Mais là, pourquoi on a des produits Queen sur le site de Cinémaquette? Sans déconner, quoi. Bon, quand même bizarre, quoi. Et d'ailleurs, bon, petite parenthèse, du coup, sur le buste Spider-Man de Queen, puisqu'on m'a posé la question, là, j'ai eu deux messages, et je suis désolé, j'ai d'ailleurs pas répondu. Qu'est-ce que je pense du prix? Moi perso, ce sera non. Voilà ce que j'en pense. En fait, il n'y a pas à juger parce que, encore une fois, on est dans le haut du panier, on est dans plus en plus beau, plus en plus gros, plus en plus cher, les transports augmentent, etc. Enfin, tout un tas d'arguments en fait un peu objectifs et rationnels. Bon, pour moi, là, clairement, ça ne les vaut plus. J'avais déjà énormément de mal, je vous l'ai dit, quand c'était aux alentours de 3000 €. Alors, déjà, j'ai du mal, concrètement, financièrement, parce que bon, je rappelle que je vends des jeux vidéo et des cartes Pokémon. Voilà, je vends pas des Rolls-Royce et des Rolex. Et donc, bon, déjà, 3000 balles, bon, ça commence à chatouiller un peu la plante des pieds. Et deuxièmement, bon, on commence très sérieusement à s'interroger sur la légitimité d'un prix pareil pour un produit dérivé, aussi réaliste soit-il, aussi accurate soit-il, et les matériaux coûtant cher. Bon, 3K, 3K5, ça commence très sérieusement, voilà. Donc j'avais franchi le pas avec Hulk, j'avais franchi le pas avec Loki. Bon, j'étais un peu j'avais complètement zappé avec Thanos. J'avais laissé tomber avec Alita parce que je trouvais que c'était trop cher, pourtant je la voulais à mort. J'avais laissé tomber à mon très grand regret pour le buste du Joker de Joaquin Phoenix que j'adore parce que je trouvais que c'était trop cher aussi. Voilà, bon, mais c'était des bustes que je trouvais délirants. Alita, je trouvais que c'était une œuvre d'art, elle était voilà, d'un charme et d'une branche artistique phénoménale, je trouvais. Le Joker, il était délirant avec le scène de maquillage au dos, bon. Mais là, alors bon, je déteste Tom Holland en plus, je trouve complètement naze et en Spider-Man et les films, j'accroche pas du tout. J'aimais énormément, bon, bien sûr, les Spider-Man de la première heure et après le Amazing, mais là les nouveaux, j'aime pas du tout. Tom Holland, bon, j'accroche pas. Mais en plus, sans subjectivité envers le personnage, il est très bien fait, il a l'air très photoréaliste, mais c'est un personnage classique, petit, entre guillemets, à côté d'un Thanos. C'est un socle qui est très sympa, mais qui n'est pas non plus complètement fou. Et c'est un buste qui est tiré à 888 exemplaires. Donc je suis désolé, là où le Joker, on a une ingéniosité folle au niveau du socle, où on a un 200 exemplaires, où là où Thanos ou Hulk, on a des personnages qui sont énormes, des bustes qui sont très très gros, beaucoup de silicone, beaucoup de matière, là on n'a rien quoi sur Tom Holland. C'est petit,
c'est pas très ingénieux et surtout c'est tiré à 888 exemplaires pour 4800 balles quoi. Donc bon, je ne vais pas rentrer en conflit avec les gens qui ont précommandé le buste, tant mieux pour vous, franchement, il va sûrement déchirer. Mais moi perso, là j'ai un peu décroché, alors déjà j'ai un peu décroché ceux d'avant là, je sais plus trop sur Queen. Voilà, phase 1, phase 2, je vais compléter. Phase 3, j'avais un peu lâché le cap parce qu'il y en a beaucoup, ça me saoule un peu. En plus, bon, c'est encore beaucoup d'Iron Man, beaucoup d'Avengers, etc. Ça fait un peu beaucoup. J'aime bien voilà, des licences différentes. Mais là, bon, 4008, alors bon, déjà, je ne veux pas mettre cette somme. Et deuxièmement, bon, 888 exemplaires, personnage qui ne me plaît pas, clairement c'est non. Bon. Pour revenir du coup à Elite Creature, à Toy Nami, ils proposent du coup ce produit sur leur site, c'est quand même étrange. Bon. À côté de ça, ils nous ont du coup plus rien montré depuis 2019, donc ça fait maintenant 2 ans et demi, Monsterpalooza avril 2019. On a encore les produits Labyrinthe de Pan pour lesquels ils avaient payé la licence et où ils ont terminé la conception, où ils vont payer la production pour les envoyer et rentrer des ronds. Est-ce que du coup avec cette vague... Allez, on va finir du coup pour la 4e partie. Là, je viens de voir la batterie s'est éteinte, qu'on est à plus d'1 heure du coup de vidéo, donc j'espère que ça vous aura pas gonflé. Encore une fois, bon, je suis une vraie pipelette, mais je suis pas là pour déblatérer pendant 3 heures. J'espère, faire un monologue pendant 3 heures, j'espère surtout qu'il y aura le maximum de réactions, de retours et de commentaires à cette vidéo pour pouvoir échanger bien évidemment sur ma marque fétiche. Alors je vous disais juste avant la coupure, je vais essayer d'être bref, que grosso modo il reste à Elite Creature à mettre en précommande et en diffusion la maquette de la méduse. Il nous reste les produits Labyrinthe de Pan pour lesquels ils ont déjà payé et il nous reste 2-3 collabs, notamment celle avec Akihito sur Tricana, qui là aussi avait été montré au Palooza 19 mais qui n'ont pas été dévoilés au jour d'aujourd'hui. Voilà. Je vais du coup maintenant lire le message que m'avait envoyé Xavier, qui est quand même assez intéressant. Enfin moi ça me plaît beaucoup de lire des trucs sur Elite Creature, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Alors après je suis très short au niveau emploi du temps, donc encore une fois si je ne réponds pas de suite, je réponds, c'est promis, mais quand je peux. Alors, il me met « Salut Vincent, ça fait un moment que j'ai envie de te contacter car j'aimerais bien avoir ton point de vue de collectionneur averti sur Cinémaquette. Je chasse uniquement les vieux Graal. J'ai 2 pièces en tête qui pour moi sont des fantasmes de collectionneur. Predator Cinémaquette, pour toi quelle est sa cote moyenne en ce moment? Genre le prix moyen où tu ne risques pas de perdre ta culotte si tu dois t'en séparer en cas de coup dur. Le prix où tu peux te dire ok c'est cool, j'ai pas déconné. Alors pour le Predator on en a parlé tout à l'heure, en dessous de 3000 € pour une pièce disons en bon état, en très bon état, c'est-à-dire éventuellement sans le shipper box, là, sans la brown et avec 2-3 picots cassés, 3000 € ça me paraît un juste prix. Si vous trouvez moins cher, ça arrive quasiment jamais, c'est entre guillemets un peu une affaire. Et si vous dépassez 3200, 3300 € avec quelques défauts ou 3500 nickel, ça devient de mon point de vue un petit peu cher. Maintenant pour des objets comme neuf, voire neuf scellés, bon ça peut monter encore 500 ou 1000 € au-delà de ce prix, mais à chacun de voir si ça l'intéresse d'avoir du neuf sur cet objet qui va déballer ou non. T800 Cinémaquette, même interrogation pour le Predator. Alors là je lui avais un petit peu répondu mais je vais amener un complément. Alors le T800 contrairement au Cinémaquette, il a plus ou moins de base la même cote, la même rareté, la même demande. C'est même le même genre de public je dirais qui vont l'acheter. Des gens qui vont réunir vraiment l'Alien, le Predator et le T800 parce que c'est les 3 Graal sur ces 3 franchises qui souvent se partagent parmi les collectionneurs. Maintenant le T800 contrairement au Predator il est beaucoup plus rarement en vente. Alors en fait c'est comme d'habitude c'est l'offre de la loi, la loi de l'offre et de la demande, je vais y arriver. C'est-à-dire que il se peut que des fois bien sûr il n'y ait pas d'acheteur au moment X et il y a un Terminator, un T800 qui va entre guillemets traîner un peu à 3500 €. Mais généralement, il y a toute une pléiade, toute une pléthore de gens qui vont le rechercher, y compris des clients asiatiques, donc avec beaucoup plus de moyens que nous les Européens. Et dès que l'un va être mis en vente,
sans que ce soit un prix délirant, parce que des fois c'est pas rare sur eBay de voir des 6-7 000 $ sur un T800, mais disons que lorsque ça ne franchit pas les 4 500 €, souvent il va trouver preneur relativement vite s'il est en bon état. Donc je dirais qu'en dessous de 3 500 € c'est très très dur d'en trouver un. Et que voilà, que dans la mesure du possible, il faut essayer de ne pas dépasser 4 000, 4 200 €. De là, ça me paraît vraiment cher. Surtout que c'est une petite pièce, il est extrêmement bien fait, mais contrairement à l'Alien ou au Predator qui sont quand même des monstres très impressionnants, gros, lourds, le T800 c'est une toute petite pièce, donc même s'il est iconique et très accurate, je trouve qu'il vaut quand même, de mon point de vue, il est censé valoir moins cher que le Pred ou l'Alien. Voilà. Alors, sur la suite, c'est encore plus intéressant. J'ai deux points de vue qui se confrontent dans mon esprit quant à l'avenir de ces pièces qui ont atteint les premières places du podium des Graals en termes de statut, enfin pour moi. D'un côté, je me dis que ça restera toujours des statues ultimes. De l'autre, je me dis qu'elles seront emportées tôt ou tard vers le fond avec les anciennes autres marques. Alors, de mon point de vue, pas du tout. De mon point de vue, alors bien évidemment que je suis pro Cinemaquette, encore une fois, c'est une évidence. Et beaucoup me diront que je ne suis pas objectif, mais pour moi, voilà, ces pièces qui sont devenues, encore une fois, j'emploie le mot Graal à tort et à travers dans cette vidéo, mais iconiques, des must-have, des piliers de la collection, c'est pour moi impossible qu'elles perdent en cote, vraiment impossible. Je ne pense pas qu'elles puissent perdre de la cote. Voilà, la copie, on le verra vraiment avec la copie conforme du Predator de Prime One. On verra si le Cinemaquette décote. À mon avis, non. Ça va peut-être même lui redonner un coup de souffle et du coup faire entre guillemets encore un peu grimper sa cote, même si elle est déjà très élevée. Donc, à mon sens, si vous achetez bien ces pièces, si vous êtes patient, vous ne risquez pas de perdre de l'argent, même si c'est des très gros montants. C'est des pièces qui se revendent extrêmement facilement. Je pense à mon ami Vega. Je crois que tu as eu au moins 3 fois le Predator Cinemaquette. À chaque fois, ils se revendent très facilement, très bien, parce que c'est une pièce que tout le monde recherche. Le seul truc qui bloque un peu, bien sûr, c'est le budget, parce qu'on est sur des très gros montants. Mais quand vous trouvez un collectionneur qui a l'argent, il ne peut que craquer, parce que c'est des monstres de la collection. Et c'est pour ça que pour moi, il est impossible que Prime One supplante ça, parce qu'avec un gros tirage et avec une marque qui n'a pas l'étoffe de celle de Cinemaquette, rien que pour ça, jamais de la vie il aura la même aura. Donc forcément, la cote ne peut pas être équivalente. Le monde de la collection change ces dernières années et vendre devient de plus en plus compliqué, surtout du Gentle, du Sideshow, et on ne parle même pas d'Atacus. On dirait que les nouveaux collectionneurs ne pensent que par les nouveautés, style Queen Studio, Prime One, Infinity, et vu le prix des précos, ils ne peuvent rien acheter d'autre et la plupart ne savent même pas qu'il y a tout un tas d'anciens Graal incroyables. Alors effectivement, bon, le monde, alors je ne vais pas me lancer là-dedans parce que sinon la vidéo va faire 4h30, mais bien évidemment qu'il y a plein de collectionneurs qui ne connaissent même pas Cinemaquette et qui surtout, c'est beaucoup plus important parce qu'on s'en fout à la rigueur qu'ils ne connaissent pas Cinemaquette, ils ont le droit. Moi, il y a sûrement plein de marques que je ne connais pas. Le truc, c'est que effectivement, pour les budgets lambda des Français, en Angleterre, en Allemagne, ça va un peu mieux, mais pour les budgets lambda des Français, les prix des précommandes sont complètement délirantes. C'est-à-dire que n'importe quel Prime One, c'est 1000 ou 1500 balles, et une qui est un peu sympa, c'est 2005 ou 3000. Donc forcément, quand on gagne 1200 ou 1500 €, bon, mais vous vous doutez bien qu'il faut un an pour la payer, c'est une évidence. Donc forcément, vous ne pouvez pas craquer le slip à côté pour une statue qui en vaut 1000 ou, cas échéant ici, 3 ou 4000. C'est une certitude. Donc bien évidemment qu'il est beaucoup plus complexe de revendre en one shot. Il y a même entre particuliers de plus en plus d'étalements qui se font. Et c'est sûr et certain que vendre des pièces à 3000 € en France non prévues entre guillemets, c'est quasi impossible. Bon, fort heureusement, et c'est là où bon, certains collectionneurs qui veulent revendre leurs collègues de Cinemaquette se bloquent et ne comprennent pas. Moi j'ai eu la question, je ne sais plus de qui c'était, des Predator Cinemaquette, j'en avais vendu 2 cette année-là. Et le mec m'envoie un message et me dit putain je comprends pas, le mien ça fait 3 ans que j'essaie de le vendre. Enfin je crois que c'était ça, je ne me souviens plus exactement des données mais c'était très 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 long. Et bon là c'est clairement parce que la personne se cantonne à du même propre ou se cantonne à de l'envoi en France. Parce que du Predator Cinemaquette vous m'en donnez 10, sans rigoler, en 2 mois je vous vends les 10.
Donc bon, c'est des pièces, alors c'est sûr que du Aragorn, du Pirate des Caraïbes, des personnages comme ça, c'est dur à vendre, je ne nie pas le truc. Maintenant, quand vous avez voilà, les Graals, encore une fois, de Cinemaquette, ça se vend extrêmement aisément et quand même pour des très gros montants. Donc sur ces objets dont il est question dans le message, oui Xavier, tu peux y aller les yeux fermés, ça se vend très facilement si tu en as besoin. Où est-ce que je veux en venir? Tu penses que Cinemaquette ne risque pas de décoter dans les années à venir? Bon, mais là je viens d'y répondre, donc non. Tu penses que ça vaut encore le coup d'investir dans cette marque? Bon, ben, la réponse, j'ai même pas besoin de la donner. L'annonce de Prime qui fait un copier-coller du Predator. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un copyright par Toynami sur la pose. Je sais que cette pièce ne sera jamais aussi qualitative en termes de matériaux utilisés que le Predator Cinemaquette. Il y aura du PVC, de la résine creuse, des problèmes d'emboîtement, pièces puzzle made in Prime et des soucis de texture sur le paint. Mais les néo-collectionneurs sont aveuglés par la photo d'un prototype et tuent avant l'heure la Cinemaquette. Bon, ben voilà, au risque de recevoir des tomates et des cailloux, je ne peux que plus soyer à mort. Et bon, je tiens à dire que j'ai pas envoyé de message à Xavier en premier en lui disant vas-y, s'il te plaît, je fais des questions rhétoriques pour que tu me répondes ça. Il m'a envoyé ce message de son propre chef, mais en effet, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Je croyais en Sideshow. J'ai peur que Sideshow suive le chemin d'Atacus. Rien qu'à voir les Sideshow Marvel ou Batman V1 ont submergé le second marché et stagnent des mois voire des années. Tout le monde galère à les revendre, sauf en les bradant. C'est aussi le cas d'ailleurs pour les premium formats humaines de Seigneur des Anneaux et de Star Wars que je vois des fois à 150 €. Quand même, là pour le coup, un budget minuscule quoi. N'importe qui, alors je veux bien que tout le monde ne met pas 800 € dans des frais de port, mais 150 €, il y a quand même beaucoup de gens qui les mettent. Et bon, pour autant, c'est complètement invendable, alors que c'est quand même du Han Solo, du Luke Skywalker, du Aragorn, des persos mythiques. Bon, certes, elles sont moches, mais 150 € c'est quand même ridicule. C'est le prix, par exemple, que je vends des figurines en plastique dans ma boutique. Donc bon, et elles font pas 50 cm. Donc bon, bref. Même certains anciens Graal peuvent se trouver à la moitié de leur cote, car perdus dans la masse d'un second marché totalement inondé de statues et de toutes marques. Alors ça, je suis pas du tout d'accord par contre. Alors je suis désolé, la vidéo va faire 3 heures. Mais les Graals de Sideshow, eux, ils ont pris une cote monumentale parce qu'ils se sont plus ou moins alignés avec les prix des grosses sorties. Et quand on voit du Lord of Darkness, du buste Predalien, de la maquette Wolf Predator, voilà, vraiment de l'Alien Warrior aussi en buste life size, voilà, vraiment ces monstres qu'a fait Sideshow qui sont démentiels. Bon, ben eux, ils sont passés de 1500 à 2500, 3000 € parce que comme ils sont intemporels et extrêmement bien faits pour leur époque, ils s'alignent du coup sur les prix des Infinity, des Prime, des Queen Studio et des bustes Elite. Donc non, les Graals pour moi ils n'ont pas du tout coulé, au contraire ils ont doublé de prix. Tu penses que Cinemaquette au final ne va pas suivre la même tendance? Non, je ne pense pas du tout, mais j'ai déjà répondu tout à l'heure. Tu penses que la cote légendaire de la marque trouvera toujours acquéreur dans la tête de certains collectionneurs? Alors ça, extrêmement dur à dire. Alors chez moi, me concernant, oui. C'est une marque, je le dis plein de fois à plein de collectionneurs. Si je viens à vendre mes Cinemaquettes, j'ai encore dit à Julien là, quand on a aménagé ma pièce il n'y a pas longtemps, si je viens à vendre mes Cinemaquettes, c'est que j'ai vendu toutes mes statues. Je vais peut-être un jour, pour une raison X ou Y, parce que j'ai d'autres passions, vendre toutes mes statues à part mes Cinemaquettes. Mais si je vends mes Cinemaquettes avec, j'aurai plus aucune statue parce que même s'il ne sort plus rien, la flamme sera un peu éteinte, c'est certain. Mais c'est de loin, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, voilà, j'ouvre une belle Prime, j'ouvre une Queen Studio, je kiffe et tout, waouh, c'est de la bombe, mais je kiffe, j'ouvre une Cinemaquette, c'est autre chose quoi. C'est vraiment, voilà, c'est comme, encore un parallèle avec l'automobile, mais c'est comme vous avez une voiture puissante, ceci, cela, machin, et la même voiture dans une marque que vous affectionnez, vous la démarrez, vous avez des frissons. Bon, ben c'est le même délire du coup chez moi avec Cinemaquette. Donc je pense que toute la communauté que j'ai citée tout à l'heure de personnes que j'ai invitées à répondre en commentaire à la vidéo, s'ils collectionnent cette marque, c'est parce qu'ils ont le même frisson en déballant les produits. Et à mon avis, il n'y a aucune chance qu'ils les revendent ou alors vraiment pour un problème important. En tout cas, bonne continuation pour tes vidéos. J'ai adoré. Ah oui, gros goût, très objectif et réaliste. Bon, merci beaucoup. C'est pas la vidéo qui a fait l'unanimité, c'est sûr, mais bon,
Bien à toi Xavier. Voilà, donc merci beaucoup du coup Xavier pour ce message, il est vraiment très intéressant. Je trouve qu'encore une fois c'est intéressant d'avoir un point de vue sur des idées qui rejoignent les miennes mais aussi sur d'autres qui divergent. Et c'est vraiment ce que je vous encourage une nouvelle fois à faire parce que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo longue et intense me concernant. Voilà, allez, je vous laisse ce coup-ci parce que c'était vraiment immensément long. Ma femme me disait juste, tu devrais conclure en citant les grâles du coup de Elite Creature et de Cinemaquette. Ben, pour moi, en numéro 1, je vais mettre du coup 2 statues réunies, c'est un peu de la triche, mais c'est vraiment la statue où j'ai le paroxysme de kiff en la regardant. C'est le Diorama Underworld, je vais d'ailleurs essayer, c'est un peu une idée encore un peu plus folle que les autres pour la présentation de ma collecte, mais je vais vraiment essayer de faire un truc de monstre avec cette statue parce que vraiment je la trouve démentielle. Après, en numéro 2, je citerai le Jason, qui est pour moi l'œuvre la plus artistique qu'ait fait Elite Creature et Cinemaquette. Et en numéro 3, ex aequo, parce que franchement j'arrive pas à les départager. Il y en a une qui a une cote d'amour, hein, une prestance, une popularité folle, c'est le Predator Cinemaquette, et l'autre qui est pour moi une statue colossale, gargantuesque, gigantesque, qui a une gueule de fou avec les yeux en vert, c'est le Hulk. Donc 3e position ex aequo pour le Predator et le Hulk. Voilà, j'ai malheureusement pas mis la forme de l'eau dedans, malgré qu'elle soit folle aussi, mais bon, elle vient pour moi après parce que j'ai vraiment pas aimé le film. J'ai pas non plus mis Freddy parce que je juge en deçà de Jason. Et voilà, il y a encore d'autres, bon, il y en a plein qui sont monstrueuses, mais pour moi c'est dans cet ordre qu'elles viennent se classer. Je vous invite une nouvelle fois à venir me donner vous aussi votre classement, ce sera avec grand plaisir que je le lirai et que j'y répondrai. Allez, j'espère que vous avez vraiment aimé ce format vidéo, j'espère que vous me voyez encore parce qu'il fait nuit, il est 8 h du soir, je crois, un truc du style. Voilà, mais j'espère vraiment que vous aurez kiffé, et si c'est le cas, bon, je connais moins bien les autres marques, mais on essaiera de relancer avec une autre marque. Sur ce, à bientôt. Teacher says that I've been naughty, I must learn to concentrate.